Ok, super, merci beaucoup Edwin, merci Tom pour l'invitation. Alors bon, je suis particulièrement content d'être là, content d'abord d'être dans votre belle ville, dans votre belle université, particulièrement de répondre à cette invitation parce que, comme je le dirai tout à l'heure et je le préciserai, les travaux d'Edwin et Tom ont été importants pour moi précisément dans la formation de ce schéma d'analyse qui est la social écologie. Donc en effet je travaille en France et aux États-Unis, donc en France à Sciences Po, à la fois à l'OFCE et à l'école de management et d'innovation de Sciences Po où j'enseigne, et aux États-Unis donc à l'université de Stanford où j'enseigne donc principalement aujourd'hui l'économie écologique. L'économie de l'environnement, les nouveaux indicateurs de bien-être et de soutenabilité, la social écologie. Donc j'ai commencé ma formation comme macroéconomiste, donc un économiste très conventionnel et très standard, formé à la question de la politique budgétaire, de la politique monétaire, de la croissance, etc. Et puis il y a environ 12 ans, j'ai complètement changé de direction. J'ai assez largement abandonné la macroéconomie, ou elle m'a abandonné, je ne sais pas, c'est une séparation en tout cas nette, abandonné les cadres de pensée de la macroéconomie, et en particulier la macroéconomie keynésienne, à laquelle j'avais été formé à l'OFCE avec Jean-Paul Fitoussi et toute l'école autour de lui, pour m'orienter résolument vers l'économie de l'environnement, l'économie écologique et la social écologie. Alors, donc aujourd'hui en fait, c'est un petit peu une espèce de séminaire, disons, un peu bilan des 10 dernières années, mais en même temps avec beaucoup de perspectives et beaucoup de choses différentes. Donc j'espère vraiment qu'on pourra échanger, dialoguer, parce que j'ai conçu ça comme quelque chose d'assez ouvert. Donc la manière dont je vais procéder, c'est d'abord je vais vous parler donc, de ce qui s'est passé pour moi en termes d'agenda de recherche et d'enseignement au cours des 10 dernières années. Donc 2009-2019, l'approche sociale écologique, ce que j'entends par là et où j'en suis. Ensuite, je centrerai les choses sur la transition sociale écologique et je vous montrerai ce que ça implique aujourd'hui. Et puis après, je rentrerai sur des choses un peu plus précises. Donc le thème du séminaire, c'est-à-dire le lien entre justice et soutenabilité, en lien avec un ouvrage que je vais faire paraître le mois prochain chez Polity, qui s'appelle précisément The New Environmental Economics, Justice and Sustainability, donc qui vise à repenser l'économie de l'environnement sous l'angle de la justice et plus seulement de l'efficacité. Et puis après, donc, l'état social écologique, les 4 chantiers sur lesquels je travaille à différents niveaux, à la fois la recherche, les politiques publiques, aussi bien avec des villes comme Paris, avec le gouvernement français, avec les institutions internationales, etc. Alors, donc en 2009, il y a 10 ans, j'ai fait paraître un article dans la revue de l'OFCE, qui est une petite revue que nous publions donc dans notre laboratoire, l'OFCE étant le centre de recherche en économie de Sciences Po, qui s'appelait Écologie et inégalité. Et à l'époque, c'était un sujet assez nouveau de mêler les questions écologiques et les questions sociales et d'essayer d'entrecroiser en fait ce qui m'apparaissait comme les 2 crises majeures du début du XXIe siècle. D'un côté, la crise des inégalités, qui était de plus en plus documentée. Souvenez-vous que le grand papier de Piketty et Emmanuel Saez dans l'American Economic Review date de 2003, le fameux papier qui, pour la première fois, présente la fameuse courbe où on voit la part du top 10%, la part du revenu national aux États-Unis détenue par le top 10%, c'est 2003. Donc aujourd'hui, évidemment, il n'y a plus que ça quasiment, tout le monde fait des inégalités à tire-larigot. À l'époque, bon, ça commençait juste, et donc la crise des inégalités, voilà, et les crises écologiques, et donc la question c'était quel est le rapport entre les deux, quels sont les liens entre les deux, est-ce qu'on peut penser que les inégalités nourrissent les crises écologiques et comment, est-ce qu'on peut penser le lien inverse également et comment, et puis comment concevoir des nouvelles politiques publiques que j'ai appelées donc à l'époque des politiques sociales écologiques, c'est-à-dire qui prennent en compte conjointement les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux. À l'époque, c'était relativement original, certainement en France. Dans le monde francophone, j'avais été précédé au moins de 2 ans par Tom et Edwin qui avaient fait paraître un volume qui s'appelait précisément Environnement et inégalité sociale, avec un 3e co-auteur dont le nom m'échappe, que à l'époque je ne connaissais pas en 2009, mais que j'ai ensuite lu et que j'ai repris dans mon livre de 2011 qui s'appelait Social Écologie.
Voilà, donc cet agenda-là était relativement peu travaillé, et donc c'est comme ça que ça a commencé. Mes sources d'inspiration, la première, c'est Murray Bookchin, qui a été redécouvert depuis plusieurs années, que j'ai moi découvert à l'époque où je travaillais sur cet article, c'est-à-dire donc un penseur marxiste qu'on pourrait qualifier d'indépendant, d'assez en fait électron libre dans la galaxie marxiste. Vous savez peut-être que le marxisme fait son grand retour dans les études environnementales en ce moment. Il y a énormément de thèses qui sont écrites pour redécouvrir le Marx écologiste. On a pensé de tout temps que Marx était seulement productiviste, et on découvre aujourd'hui un Marx écologiste avec la rupture métabolique, donc il y a énormément de choses qui se font en études marxistes environnementales. Et Murray Bookchin, c'est pas sur la rupture métabolique, c'est sur la question précisément de la social écologie, et donc cette idée de lier en fait les déséquilibres sociaux donc grosso modo la façon dont on traite les écosystèmes. C'est assez largement le produit de la manière dont on se traite les uns les autres dans les systèmes sociaux, et de penser les liens entre les deux. La deuxième source d'inspiration, c'est James Boyce, Jim Boyce, donc l'université du Massachusetts Amherst, qui donc continue très largement ses activités aujourd'hui. Par exemple, c'est quelqu'un qui vient de faire paraître dans Ecological Economics un papier sur le prix du carbone, qui montre à la fois les enjeux d'efficacité et d'équité qui sont attachés au prix du carbone et à la manière dont on peut faire la tarification du carbone, qui vient de publier un livre chez Polity sur les dividendes du carbone, sur comment on peut redistribuer intégralement les fruits de la rente du carbone pour rendre la taxation du carbone juste, d'accord ? Et c'est quelqu'un en fait qui a pensé depuis 25 ans le lien entre inégalité et crise écologique. Et c'est quelqu'un qui, donc cette citation-là, évidemment, qui pour moi est vraiment une citation matricielle en termes de tenter de comprendre les inégalités comme cause et les inégalités comme conséquence des crises écologiques, qui est exactement l'approche sociale écologique. Et puis la troisième source d'inspiration, c'est Elinor Ostrom, dont j'ai eu la chance de pouvoir traduire la conférence Nobel, et à l'époque avec elle, et donc voilà, c'était quelqu'un de tout à fait extraordinaire, et dont les travaux restent indépassables à mes yeux, et dont le message principal consiste à dire qu'en fait, on peut parfaitement arriver à exploiter de façon soutenable les ressources naturelles à condition de construire des institutions qui soient fondées sur la justice et la réciprocité. Et donc c'est un message, pas seulement d'optimisme, mais c'est un message profondément empirique qui est fondé sur les expériences réelles des communautés humaines à travers le monde et qui dément complètement la tragédie des communs de Garrett Hardin. La grande force d'Elinor Ostrom, c'est vraiment ça. Voilà. Et c'est aussi quelqu'un qui a travaillé pour cette raison-là sur la question de la confiance, de la coopération. Donc c'est quelqu'un qui m'accompagne en fait dans tous mes travaux. Et voilà, donc voilà les trois sources principales d'inspiration qui m'ont mené tout simplement à concevoir cette théorie, on peut dire aujourd'hui, donc de la social écologie. Et pour moi, évidemment, la social écologie, le point fondamental, c'est le trait d'union entre social et écologie. La social écologie, c'est donc l'idée que toutes les questions écologiques sont en fait des problèmes sociaux, et que derrière toutes les crises écologiques se cachent des dynamiques sociales, sur les causes, sur les conséquences, et que donc toutes les visions quelque peu désincarnées, comme par exemple la théorie de l'Anthropocène ou la théorie des limites planétaires, qui sont beaucoup utilisées aujourd'hui pour comprendre les crises environnementales, sont problématiques parce qu'on n'y voit pas à l'œuvre les systèmes sociaux. L'Anthropocène, c'est l'humanité avec un grand H qui provoque la catastrophe avec un grand C. Quelle humanité, qui, comment, qui est responsable des émissions de CO2, etc. Et puis ensuite, ça c'est en amont, et en aval, l'humanité avec un grand H qui subit les crises écologiques. Dans quel pays, quels groupes sociaux, avec quelles différences sociales, etc., etc. Donc la social écologie, la question fondamentale, c'est qui est responsable de quoi, avec quelles conséquences pour qui. Et à partir de là, s'ouvre un monde de complexité sur l'interaction entre les systèmes sociaux et les systèmes naturels. Et moi, c'est ce monde de complexité qui m'intéresse. Donc dans cette social écologie, il y a deux dimensions. Une première dimension qui est la social écologie intégrée, c'est-à-dire le fait qu'on est tous concernés par l'impact de l'inégalité sur la crise écologique. Donc c'est un problème pour nous tous, cette crise des inégalités qui fait augmenter encore les crises écologiques, mais que évidemment les impacts vont être différenciés socialement, et que donc il faut s'y intéresser et s'intéresser à cette différenciation sociale. Mais le message fondamental, c'est qu'il est avantageux socialement de réduire les crises écologiques et avantageux écologiquement de réduire les crises sociales. Moins il y aura d'inégalités, plus ce sera soutenable, et plus ce sera soutenable, moins il y aura d'inégalités. Autrement dit, les deux crises jumelles
du début du XXIe siècle, que sont la crise des inégalités et les crises écologiques, sont des crises jumelles parce qu'elles ont une seule et même origine. C'est ce que dit le pape François dans l'encyclique Laudato Si. Il dit il n'y a pas deux crises séparées, une crise sociale, une crise environnementale. Il n'y a qu'une seule crise complexe qui est la crise sociale environnementale. Laudato Si est peut-être le texte le plus intéressant du point de vue de la sociale écologie qui a été écrit ces dernières années. C'est vraiment un texte absolument fondamental de ce point de vue-là. Et donc, évidemment, ça veut dire que si on veut les atténuer, ces crises, il va falloir les traiter de concert. Il va falloir les traiter ensemble. Et que, notamment, si on veut des politiques écologiques ambitieuses, il faut aussi qu'elles soient des politiques sociales. Et ça nous amène, bien sûr, à l'actualité française immédiate, qui est la question des Gilets jaunes et la suite des Gilets jaunes. La crise des Gilets jaunes, c'est la démonstration qu'il est impossible de faire une politique écologique sans en même temps faire une politique sociale. Et que si vous tentez de faire une politique écologique sans faire une politique sociale, vous ne ferez pas de politique écologique, tout simplement. Voilà. Donc que la transition écologique, elle sera sociale écologique ou elle ne sera pas. Voilà. Soit elle sera juste, soit juste elle ne sera pas. Voilà. Donc c'est un petit peu ça l'idée fondamentale. Alors, donc, cette idée de la transition sociale écologique, en fait, on peut donc essayer d'articuler la question de la justice avec la question de la soutenabilité à chaque étape de la transition. Donc, très simplement, qu'est-ce que c'est qu'une transition? Je ne sais pas pourquoi, mais désormais, dans le monde académique, on a tendance à dire que le terme de transition, en fait, est trop neutre, trop tiède, qu'il ne dit rien d'intéressant, que d'ailleurs Rob Hopkins l'a conçu comme précisément un concept destiné à ne pas effrayer les gens sur les questions écologiques. En fait, je pense que le terme de transition est très intéressant, de même que le terme de développement soutenable aussi est très intéressant, on pourra en reparler. Et le terme de transition, ça vous dit simplement une chose très simple, qui est qu'une transition, ça suppose 3 étapes. Ça suppose de reconnaître que le monde actuel n'est pas celui que nous souhaitons. Ça suppose de viser un autre monde et de le définir. Et ensuite, ça suppose de tracer un chemin entre le monde que nous ne voulons plus et le monde que nous désirons. Voilà, c'est ça la transition, très simplement. Et donc, si vous essayez d'articuler justice et soutenabilité à chacune de ces étapes, il faut donc faire le travail qui consiste à dire que, à la première étape, notre monde tel qu'il est aujourd'hui est à la fois inégal et insoutenable, et donc montrer pourquoi le monde actuel est inégal au sens où les crises écologiques frappent massivement les plus pauvres et les plus vulnérables, et en même temps nous annonce notre destin à tous, c'est-à-dire qu'en fait les plus pauvres et les plus vulnérables sont les sentinelles écologiques, c'est-à-dire qu'en fait elles sont sur la ligne de front, ce que par exemple Alexandria Ocasio-Cortez appelle dans le projet de loi qu'elle a fait passer à la Chambre des représentants aux États-Unis sur le Green New Deal. Elle parle des frontline communities. Les frontline communities, c'est tous les groupes humains qui, à travers le monde aujourd'hui, sont déjà frappés par le changement climatique, voient déjà leur vie en partie détruite par le changement climatique. Et évidemment, elle nous annonce ce que c'est que le changement climatique à 1,1 degré, ce qu'on a aujourd'hui comme réchauffement, ce que ce sera à 1,5, 2 degrés, etc. Et ensuite, ça nous emportera tous. Donc, soit on décide de les entendre, soit on décide de ne pas les entendre, mais le message est parfaitement clair. Donc, il faut montrer comment... Donc dans notre monde, l'environnement est la nouvelle frontière des inégalités. Donc ça, c'est la première étape, le monde que nous ne voulons plus, d'accord? Il faut le concevoir. Ensuite, la deuxième étape, qui est en fait la troisième étape, mais généralement c'est la deuxième étape, qui est il faut viser des fins justes. Donc il faut viser un monde dans lequel la question centrale est la justice en tant que justice sociale et la justice profonde qui est la justice écologique ou environnementale. Pour ça, il faut sortir de la croissance, puisque la croissance, par définition, n'est pas juste. Elle ne dit rien des inégalités et elle ne dit rien des questions écologiques. Autrement dit, elle ne dit rien d'intéressant sur le siècle où nous vivons. Donc il faut rapidement s'en débarrasser pour passer à des vrais indicateurs qui permettent de viser un monde juste. Et puis la troisième étape, c'est construire des politiques du monde que nous ne voulons plus vers le monde que nous voulons, qui soient elles-mêmes justes. C'est-à-dire qu'il faut construire des politiques publiques et des institutions, et l'État social écologique, c'est justement ce projet-là, et il faut que ce soit juste. Et c'est l'exemple de la taxe carbone, c'est si vous dites qu'il faut un prix au carbone, on pourra discuter du fait de savoir s'il en faut un, s'il en faut pas un, si c'est un problème, etc. Mais si vous dites, ce que je pense personnellement, qu'il faut donner un prix au carbone, à ce moment-là, il faut que cette politique soit juste. Et sinon, évidemment, pourquoi vous voulez le faire? Parce que vous voulez réduire les émissions de CO2, vous avez défini un monde dans lequel les émissions de CO2 sont trop élevées, vous visez un monde dans lequel les émissions de CO2 sont beaucoup plus faibles, et vous avez construit une politique qui vise à passer du monde que vous ne voulez plus au monde que vous désirez. Il faut que cette politique soit juste elle-même. Voilà. Et donc voilà comment on articule ces 3 étapes
Voilà. Et c'est ce qui explique qu'en France, on a eu une révolte des Gilets jaunes qui a commencé comme une contestation de la fiscalité carbone. En fait, ça a commencé comme une contestation du prix des carburants. Ensuite, du prix des carburants, comme c'est la France, on est passé à un problème de fiscalité et d'impôts. Et ensuite, à un problème de fiscalité carbone. C'est comme ça que ça a commencé, les Gilets jaunes. C'était ça leur première revendication. Sur le fond, c'est-à-dire sur le plan des faits, c'était pas justifié, en partie au sens où le prix des carburants dépendait massivement des marchés mondiaux et massivement d'une fiscalité qui n'était pas une fiscalité carbone. Mais l'argument qui consiste à dire que la fiscalité carbone mise en place par le gouvernement Macron était injuste est parfaitement vrai. Elle était injuste. Il n'y a aucun doute là-dessus. Elle était parfaitement inéquitable pour une raison très simple qui est que le gouvernement français a introduit la taxe carbone dans le système fiscal français en douce pour éviter la censure du Conseil constitutionnel sans aucune compensation sociale. Contrairement à ce qui a été fait il y a 10 ans, je vous montrerai les chiffres, en 2009, avec la première taxe carbone qui, elle, avait une compensation sociale, qui a été censurée par le Conseil constitutionnel. D'accord ? Donc l'argument des Gilets jaunes qui était la taxe carbone est injuste, cet argument est parfaitement vrai. Ils avaient entièrement raison et tout l'enjeu maintenant, c'est de refaire une fiscalité carbone qui soit juste. Et c'est le but de la Convention citoyenne sur le climat qui vient d'être mise en place avec les 150 citoyennes et citoyens tirés au sort qui sont chargés de faire ce que le gouvernement n'a pas le courage de faire, si j'ai bien compris. Alors, ok, donc on va partir d'un peu loin, donc d'un peu large sur, mais en même temps de la question qui nous préoccupe tous chaque jour, enfin j'espère, qui est la question du changement climatique. Donc la question, est-ce qu'il y a un rapport entre soutenabilité et justice sur la question du changement climatique? Donc, je vous ai dit, un livre paraît le mois prochain, qui vise à repenser la question de l'économie de l'environnement en partant de la question, enfin de repenser toute l'économie de l'environnement sous l'angle de la justice et plus sous l'angle de l'efficacité. Fondamentalement, je pense que le changement climatique est peut-être la meilleure illustration du lien entre soutenabilité et justice. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre quelque chose au changement climatique aujourd'hui, à la raison pour laquelle on a le changement climatique aujourd'hui, il faut regarder les émissions, la concentration des émissions dans certains pays, etc. Et vous saute aux yeux une évidence qui est qu'il y a une espèce de paradoxe de la responsabilité et de la vulnérabilité, mais qui n'est pas un paradoxe, qui est que les pays les plus responsables sont les moins vulnérables et les pays les moins responsables sont les plus vulnérables. Donc les pays, c'est comme vous le savez sans doute, le changement climatique est hyper concentré au sommet, c'est-à-dire que vous avez 20 pays qui représentent à peu près 75% des émissions de CO2. Ces pays-là sont les pays qui sont les plus résilients, qui vont avoir le plus de facilité d'adaptation et fondamentalement ils sont en train de transférer le coût du changement climatique à des pays qui n'en sont absolument pas responsables et qui vont payer le prix le plus élevé pour le changement climatique. D'accord ? Et ça, en soi, ça explique le problème. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on n'a pas résolu le problème à l'heure actuelle, c'est précisément pour ça. Si les plus responsables étaient aussi les plus vulnérables, ce serait réglé depuis longtemps. Le gros problème, c'est que justement, il y a cet écart de la responsabilité et de la vulnérabilité. Et c'est pour ça que, à mon sens, les négociations climatiques qui aujourd'hui sont bloquées, soyons clairs, on va avoir la nouvelle COP. Là, pour l'instant, on n'a absolument pas avancé par rapport à l'accord de Paris. Et l'accord de Paris lui-même est vide, assez largement vide. Donc c'est un peu un problème. On n'a pas avancé par rapport à quelque chose qui déjà, en soi, est complètement vide et creux. Bon. Donc on n'est vraiment pas bien barré, pour le dire techniquement. Donc la question, c'est par exemple, vous avez Greta Thunberg qui, aux États-Unis, part donc de Suède vers les États-Unis et on lui dit qu'est-ce que vous voulez mettre sur les voiles de votre navire et elle dit Unite behind science. Et puis Greta Thunberg donc, est invitée à témoigner devant la Chambre des représentants au Congrès. On lui dit il faut soumettre une version écrite de votre témoignage, qu'est-ce que vous voulez soumettre? Et elle dit la seule chose que je veux soumettre c'est le SR 1.5 du GIEC, donc le Special Report 1,5 degré du GIEC, c'est-à-dire le rapport qui a paru l'année dernière et qui dit que le réchauffement d'1,5 degré va être atteint, selon toute vraisemblance, entre 2030 et 2040, c'est-à-dire aussitôt que 2030. Autrement dit, 20 ans avant ce qu'on pensait il y a encore quelques années. Donc ça s'accélère à une vitesse folle, qu'on est déjà à 1,1 degré, qu'on est à 1,5 degré peut-être dès 2030. Et elle dit, je vous soumets ça parce que fondamentalement, c'est pas intéressant ce que moi je vais vous dire. Ce qui est intéressant, c'est que vous écoutiez les scientifiques, pas moi. Et le message de Greta Thunberg, c'est
Il faut s'unir derrière la science. J'ai énormément d'estime et d'admiration pour Greta Thunberg. Je pense qu'elle a un courage incroyable par rapport au niveau d'animosité, de bêtise et de scepticisme auquel elle fait face, mais je pense qu'elle se trompe profondément sur ce point qui est un point important. Les gens ne vont jamais s'unir derrière la science. Ça ne s'est jamais passé comme ça dans l'histoire de l'humanité. Les gens ne s'unissent pas derrière la science. Donc unite behind science, ça ne se passera pas. Ce qui peut se passer, c'est qu'on s'unisse derrière la justice. Donc le mot d'ordre, ça devrait être unite behind justice. C'est-à-dire qu'on commence à avoir une conversation sérieuse sur la justice climatique, sur la répartition du fardeau de l'atténuation du changement climatique, sur la répartition des possibilités de financement de l'adaptation au changement climatique. Cette conversation-là sur la justice climatique n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé. Dans l'accord de Paris, vous ne trouverez rien qui vous permet d'établir le moindre critère d'équité pour savoir comment on va se répartir le budget carbone d'ici à 2050. Donc la question fondamentale du changement climatique qui est comment trouver des principes de justice, c'est-à-dire faire ce que Elinor Ostrom a préconisé, qui est trouver des institutions fondées sur la justice et la réciprocité pour pouvoir exploiter de façon durable les ressources naturelles, cette conversation-là n'a pas commencé. Et à mon sens, c'est la raison pour laquelle on est bloqué. D'accord ? Je voudrais rapidement vous montrer. Je vois qu'Edwin regarde déjà sa montre, c'est pas bon. Non, ça va. Alors, non, mais c'est le changement climatique, ça t'angoisse, je sais. Tu te dis, il est déjà trop tard. Mais non, il n'est pas trop tard. Alors, donc, ça, c'est ce que on dit sur le scénario central du changement climatique. Le scénario central, c'est 3,2 degrés si tout le monde tient ses engagements de l'accord de Paris, 3,4 si on s'en tient aux politiques actuelles. L'écart entre ces deux chiffres est la chose la plus importante à connaître sur le changement climatique. Et personne n'en parle. Si tout le monde fait l'accord de Paris, on va gagner par rapport au scénario où personne ne fait rien, 0,2 degrés. C'est ça l'immense problème de l'accord de Paris. Ça vous résume tout le problème de l'accord de Paris. C'est pas le fait de savoir si on applique ou pas. C'est l'idée selon laquelle la grande question, c'est est-ce qu'on applique ou pas l'accord de Paris. C'est pas du tout la question. Si on l'applique, on va gagner rien du tout. On va gagner 0,2 degrés. Si on l'applique pas, ce sera 3,4. Si on l'applique, ce sera 3,2. Il faut lui donner de la substance. D'accord. Et la substance, c'est la question de la justice climatique. En fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que la justice climatique est la solution au changement climatique. Concrètement. C'est-à-dire que la nouvelle stratégie dont nous avons besoin pour donner de la substance à l'accord de Paris et faire en sorte que cet écart soit beaucoup plus important qu'il ne l'est, et que la différence entre appliquer ou pas l'accord de Paris, ce ne soit pas la différence entre 3,2 et 3,4, c'est-à-dire entre l'enfer et l'enfer, mais entre quelque chose qui pourrait être vivable et l'enfer, d'accord, et du coup que ce soit une motivation pour appliquer l'accord de Paris, parce que là, vous comprenez bien, il n'y a aucune motivation, si vous voulez. Entre 3,2 et 3,4, avec les effets de rétroaction, en fait, concrètement, on est à peu près foutu à partir de 2050. D'accord ? Donc, enfin, en tout cas, on rentre dans des terrains d'incertitude tels, avec le permafrost et compagnie, que, en fait, ça ne motive absolument rien. Donc, vous voyez, tout ce qui est fondé sur soi-disant l'efficacité, etc., en fait, ce n'est pas du tout un moteur de l'action. Le véritable moteur de l'action, c'est la justice. C'est-à-dire le fait de convaincre les gens qu'on peut avoir une conversation sur la question de la justice. Mais cette conversation doit commencer, et elle n'a pas commencé. Et évidemment, du coup, si on est dans un monde dans lequel on a l'accord de Paris, c'est-à-dire rien en termes de substance, on a la croissance économique, c'est-à-dire un monde profondément injuste en termes de devenir de l'humanité, et ensuite on a les énergies fossiles, on arrive à 7 degrés. D'accord ? Ça, c'est le scénario qui vient d'être publié il y a 3 semaines par les modèles qui viennent de tourner sur le nouveau rapport d'évaluation du GIEC, publié en 2021. C'est qu'en effet, si non seulement rien ne change, mais qu'en plus on ne change rien à la croissance économique et aux énergies fossiles, c'est 7 degrés. Mais ça ne veut pas du tout dire que tout ça va s'effondrer et que c'est inévitable. Ça veut dire simplement que le monde d'avant n'est plus possible. C'est plus possible. Donc il faut donner de la substance à l'accord de Paris et il faut sortir de la croissance et sortir des énergies fossiles. Voilà exactement ce que ça dit. Donc la solution, c'est on décarbone, on sort des énergies fossiles, on sort de la croissance et on commence à parler de justice climatique sérieusement. Et à ce moment-là, on a effectivement une possibilité de sortir de la crise dans laquelle nous sommes. Alors, par exemple, moi j'ai fait un petit modèle qui est un petit peu compliqué à comprendre là.
et juste parce que je voulais le faire, parce que je voulais montrer que c'était possible, dans lequel j'essaye de réfléchir à des critères de répartition du budget carbone. Donc vous savez qu'il y a un budget carbone, c'est-à-dire il y a un montant maximal d'émissions de CO2 qu'on peut émettre d'ici à 2050 compte tenu de tout ce qu'on a déjà émis depuis le milieu du 19e siècle pour ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement d'ici à la fin du 21e siècle par rapport au niveau pré-industriel. D'accord? Donc c'est ça le budget carbone. Eh bien, la question, c'est comment on répartit ce budget carbone. C'est la seule question qui vaille. En fait, la seule question qui vaille, c'est comment on répartit ce qui nous reste à émettre avant de franchir 2 degrés de réchauffement. Voilà. Et cette question-là, une fois de plus, n'a pas commencé. Donc, quels sont les critères qui vont permettre de déterminer quel pays a le droit ou pas d'utiliser le budget carbone? Voilà. Et dans ce petit modèle, je propose d'utiliser les émissions en termes de consommation et pas des émissions territoriales, les émissions par tête et pas les émissions globales, les émissions en responsabilité historique à partir de 1990 et pas avant, parce qu'avant, à mon avis, il n'y a pas responsabilité au sens de l'intention. J'en rajoute le niveau de développement mesuré par le développement humain et je rajoute une projection démographique à 2050 et j'arrive à une répartition qui permet de, grosso modo, diminuer de façon substantielle les émissions de CO2, le budget carbone. C'est-à-dire de revenir vers 1,5 degré plutôt que d'aller vers 2 degrés. Je ne vous dis pas que tout ça est inattaquable et que c'est... voilà, simplement, je vous dis qu'aujourd'hui, aux Nations Unies, on discute des émissions en volume sans les émissions par habitant, on discute des émissions sans aucune responsabilité historique, on discute des émissions territoriales et on ne discute même pas de la manière dont c'est réparti. Donc je pense qu'effectivement, dans ce contexte-là, c'est une impasse, mais il faut comprendre pourquoi. Et donc, en fait, tout simplement, ma thèse, c'est que la raison pour laquelle ces négociations climatiques sont dans l'impasse, c'est parce qu'on n'en a pas commencé la conversation sur la justice climatique. Voilà. Et il faut effectivement la commencer. Alors, tu m'as dit j'avais jusqu'à combien 1h10. 1h10. Alors, maintenant, rentrons dans des choses donc, un peu plus précises encore. Donc ça, c'est le lien général entre justice et soutenabilité, mais on est au niveau des Nations Unies, on est au niveau de la conversation internationale. Qu'est-ce que ça veut dire pour un pays comme la France, la Belgique, etc. Bon, en Belgique, vous n'avez pas de gouvernement, mais je veux dire, à supposer que vous en ayez un jour, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? D'accord? Il fallait que je le dise, hein, quand même, non? C'est vrai, vous avez un gouvernement ou pas? Ouais, voilà. Non, mais c'est très bien, ça prouve peut-être que le gouvernement n'est pas utile. Je ne sais pas. Alors, donc, l'État social écologique, je suis venu pour me faire des amis. L'État social écologique, en quoi ça consiste? Donc, grosso modo, il y a 5 ans, j'ai publié un livre en défense de l'État-providence qui proposait une extension écologique de l'État-providence, qui disait 2 choses, ce livre. La première, c'était que l'État-providence est l'institution la plus géniale qu'on ait inventée dans l'histoire de l'humanité, et que la deuxième chose qu'il disait, ce livre, c'est que c'est le pire moment pour attaquer le modèle social, les protections sociales aujourd'hui, parce que c'est le moment où on a besoin de protection collective. Il n'y a peut-être jamais eu de moment dans l'histoire de l'humanité où il est plus imbécile de défaire les protections collectives comme l'assurance sociale qu'aujourd'hui. Parce qu'on en a besoin véritablement compte tenu de l'importance des crises écologiques. Et donc, la généalogie de cet État social écologique, d'une part, c'est un petit retour sur la naissance de l'État-providence. L'État-providence naît à la fin du 19e siècle. Les premières lois sur l'État-providence, c'est 1883, Bismarck, la loi sur les accidents du travail. Si vous regardez, grosso modo, à peu près à la même époque, le concept d'écologie naît aussi. Ernst Haeckel formule le concept d'écologie au même moment que la question de la protection sociale. Et je ne pense pas du tout que ce soit un hasard. Et je ne pense pas du tout que ce soit un hasard si... Dans les 2 cas, ce sont des Allemands, parce que c'est effectivement une nation qui est en train de s'industrialiser à toute vitesse, et une nation qui subit la révolution industrielle, et la double attaque de la révolution industrielle, d'un côté sur le bien-être humain, et de l'autre sur les écosystèmes. Et donc cette double protection qui est la protection sociale et la protection écologique, en fait, apparaît au même moment historique pour cette raison-là. Donc c'est ça la généalogie, et cette idée que la social-écologie, en fait, vient de loin de cette confluence-là. La philosophie de cet état social et écologique, c'est que donc, les crises écologiques sont des risques sociaux qui appellent de nouvelles formes de protection collective pour tout simplement protéger le bien-être humain en mutualisant le risque écologique. Exactement ce qu'on a fait avec l'État-providence. L'État-providence, c'est mutualiser le risque social pour réduire les inégalités et pour faire en sorte qu'elles ne détruisent pas le bien-être humain, et c'est effectivement ce qu'il faut faire avec les crises écologiques. Avant l'invention de l'État-providence, les gens sont vieux, ils deviennent pauvres, il n'y a pas de retraite. Les gens tombent des toits dans Émile Zola, ils se cassent une jambe, ils deviennent alcooliques jusqu'à la fin de leur jour, et jamais ils auront la moindre assurance santé. Les gens sont au chômage, ils crèvent de faim, etc. etc. Pendant des siècles, on a vécu sur ces modèles-là.
après la fin du 19e siècle, il y a des systèmes de solidarité intergénérationnelle. Que quelqu'un qui est malade va aussi pouvoir avoir une assurance parce que d'autres qui sont en bonne santé cotisent pour lui, etc. etc. Voilà. Donc, et l'assurance chômage, etc., etc. Et vous voyez cette montée en puissance extraordinaire de l'État social. Bon, bah, le nouveau risque au 21e siècle, c'est le risque écologique. Et donc il faut de la même manière, et c'est un risque social, le mutualiser. Les inondations, les sécheresses, les vagues de chaleur. En France, là, on a eu, et j'imagine que vous l'avez eu aussi, la canicule de 2019, de cet été en 2019, il y a 1500 personnes qui sont mortes en France. Les 2 vagues de chaleur, dont l'une a vu le record historique de température à Paris de toute l'histoire de Paris, d'accord, donc proche de 44 degrés Celsius, donc des choses qui étaient annoncées pour une fois de plus dans 15 ou 20 ans. Il y a eu 1500 morts. 1500 morts, c'est le 3e désastre naturel en termes de bilan humain, de coût humain, le plus grave depuis 1900 en France. Et le plus grave était déjà une canicule, qui était la canicule de 2003. Donc la question c'est, est-ce que vous protégez ou pas les personnes âgées isolées dans les centres urbains, qui vont être les premières victimes de ça, les enfants, etc. Et c'est valable pour la pollution de l'air, pour toutes ces questions-là. Donc toutes ces questions-là sont des questions sociales. Et la question c'est, est-ce que vous décidez de mettre en place des politiques sociales qui mutualisent le risque et qui permettent de réduire les inégalités sociales, ou est-ce que vous laissez les individus, comme on l'a fait pendant très longtemps, seuls face à ces risques-là? Et à ce moment-là, vous assumez effectivement le coût, qui est le coût qu'on voit aujourd'hui dans le monde. Alors, donc, 4 chantiers pour cet État social écologique. Donc, le chantier général, c'est donc ce que j'ai appelé la politique sociale écologique, donc avec une petite matrice assez simple et certainement simpliste, qui permet de montrer que vous avez des situations dans lesquelles vous avez une dégradation sociale, une dégradation environnementale, vous pouvez avoir des situations dans lesquelles vous avez une amélioration sociale, mais une dégradation environnementale, et puis vous visez cette case-là de la matrice, où vous visez l'amélioration environnementale et l'amélioration sociale. C'est juste un petit modèle qui permet de montrer, par exemple, que la rénovation thermique des bâtiments, qui est quelque chose dont on parle beaucoup en France pour relancer la transition écologique, c'est précisément une politique qui permet et de réduire la pauvreté et de réduire les émissions de CO2, et que c'est ce genre de politique qu'on veut mettre en place. Donc ça, c'est la politique sociale écologique, dans laquelle il y a une synergie entre le social et l'écologie. Mais vous pouvez avoir aussi des politiques dans lesquelles vous avez des arbitrages, des conflits entre le social et l'écologie. Et c'est le cas, par exemple, si vous décidez de mettre en place une taxe carbone, mais que vous ne prévoyez pas de compensation sociale. Là, ça s'appelle les gilets jaunes. Voilà. Donc là, vous avez un petit problème qui est, vous avez la case gilets jaunes. Et toute la question en France aujourd'hui, c'est comment on passe de la case gilets jaunes à la case fiscalité carbone socialement juste. Voilà. Donc comment on passe de cette case de la matrice à cette case de la matrice. D'accord ? Donc c'est simplement une conceptualisation comme ça. Donc pour la France, si on prend le cas précis de la fiscalité, si vous regardez, donc, une fois que vous traversez les apparences de la France qui va donner des leçons aux États-Unis sur le fait de make the planet great again, etc., si on pouvait commencer par make France great again, ce serait parfait déjà. Donc on a un énorme problème d'émissions de CO2, on ne tient absolument pas à nos objectifs que nous sommes nous-mêmes fixés, et pour une raison en particulier qui est la question des transports. Quand vous regardez l'évolution des émissions depuis à peu près 20 ans qu'on a des bonnes données, vous voyez parfaitement que ce sont les transports qui posent problème. Dans les transports, c'est les transports routiers qui représentent grosso modo 85% du problème, transport par la route, et donc ça tient à la façon dont l'espace français a été constitué, la périurbanisation et tout ce que vous voulez, mais on a ce problème-là sur le dos. Donc on a besoin, à mon sens, d'une vraie fiscalité énergie-carbone en France. Or, quand vous regardez la fiscalité en France aujourd'hui, en réalité, vous avez des subventions, vous avez grosso modo plus de subventions aux énergies fossiles que vous n'avez de prix du carbone. En fait, le prix du carbone est négatif, concrètement. C'est pas qu'il n'est pas suffisamment positif, c'est qu'il est négatif si vous prenez en compte la somme incroyable de subventions. C'est-à-dire aujourd'hui, dans le budget français, donc vous avez quelque chose comme 16-17 milliards de subventions et vous n'avez plus de taxe carbone. Donc ça veut dire que vous avez un prix négatif du carbone, en fait, concrètement. Et si vous comparez la France à d'autres pays européens sur le poids de la fiscalité environnementale, le poids de la fiscalité environnementale dans les transports, etc., vous voyez très bien en fait que la raison pour laquelle on a des émissions qui sont si importantes, c'est parce qu'on n'a pas du tout une fiscalité adaptée à la question du carbone. D'accord ? On a une fiscalité qui est essentiellement à vocation budgétaire, c'est-à-dire qu'elle est là pour faire des recettes, type TVA, etc., qui peut apparaître lourde, mais elle n'est pas du tout calibrée sur la question du carbone. Donc la question c'est, dans ces conditions, faire une fiscalité environnementale, oui, mais si vous la faites sans compensation sociale, comme l'a fait le gouvernement français, eh ben, elle est régressive. Et régressive, ça veut dire que les pauvres vont payer plus que les riches. Pourquoi ? Parce que les riches consomment plus en volume absolu
de carbone, mais en pourcentage de leur budget, en fait, ils consomment moins que les pauvres. D'accord? Donc c'est ça le grand truc qu'il faut avoir en tête sur la question de la justice, de la fiscalité environnementale, c'est que oui, l'empreinte carbone des riches, c'est absolument clair, est beaucoup plus importante que les pauvres, et pour deux raisons qui sont les transports routiers et l'aviation. C'est les deux raisons majeures qui font que l'empreinte carbone est beaucoup plus importante pour les riches que pour les pauvres. D'accord? Donc c'est parfaitement justifié de dire que si on veut réduire les émissions de CO2 en France et en Europe, il faut commencer par la question de l'aviation. C'est absolument clair. Je vous indique juste un chiffre que j'ai récemment appris et qui pour moi résume tout le débat, qui est que 90% de l'humanité n'a jamais pris un avion. 90% de l'humanité n'a jamais pris un avion, des 7,5 milliards de gens qui sont sur la planète. Donc si vous voulez savoir à quel point c'est un luxe de riches, l'aviation, il n'y a qu'à considérer ça. Et donc c'est parfaitement justifié de dire que si on compte en termes de riches et pauvres, c'est grosso modo 10% des gens qui sont responsables de 50% des émissions, et que si on veut attaquer les émissions de CO2, il faut commencer par là. Pour une raison d'efficacité, autant que de justice. Parce que les 90% restants ne vont jamais accepter que vous commenciez par attaquer leurs émissions de survie avant d'attaquer les émissions de luxe du reste de la population. Donc une fois de plus, la justice, ce n'est pas seulement une affaire de justice, c'est aussi efficace, la justice, dans ce cas précis. Ce serait parfaitement efficace de procéder comme ça. D'accord? Donc si vous faites et vous décidez de faire une fiscalité sur le transport, parce qu'il y a un problème, il faut reconnaître cette question sociale à l'intérieur de la question écologique et reconnaître que, ce qu'on a fait avec une collègue qui s'appelle Audrey Berry, dans un papier qui a été publié au début de l'année, qui s'appelle Taxe carbone, le retour à quelles conditions, qui est un document de travail de l'OFCE, la taxe carbone va plus frapper les plus pauvres que les plus riches, et en proportion de leurs revenus, et va faire, y compris, augmenter la précarité énergétique, c'est-à-dire augmenter la pauvreté lié à l'accès à l'énergie, ce qui est quand même un comble. Donc on est typiquement dans la contradiction sociale environnementale. Est-ce possible de lever ça? Oui, c'est parfaitement possible de lever ça. Il y a 10 ans, la France a proposé une taxe carbone en 2009 qui était progressive pour les 3 premiers déciles de revenus. Pourquoi? Parce qu'il y avait des critères de compensation par rapport au niveau de revenus et par rapport au fait d'habiter la ville ou la campagne. Et quand vous faisiez une redistribution forfaitaire sur la base de la catégorie de revenus et du lieu d'habitation, eh bien, vous redistribuiez de l'argent, c'est-à-dire qu'elle devenait progressive pour les 3 premiers déciles de la distribution. D'accord? Donc vous pouvez parfaitement faire ça aujourd'hui avec la taxe carbone, et on a fait des simulations qui, avec des critères de redistribution sur la base du revenu, donc c'est les inégalités verticales, et sur la base du lieu d'habitation, les inégalités horizontales, parce que le problème c'est que vous pouvez avoir des différences entre les déciles de revenus. C'est pas seulement que à l'intérieur même d'un décile de revenus, il y a de fortes inégalités liées au lieu d'habitation. C'est les inégalités horizontales, d'accord? Donc il faut les 2 critères, et à ce moment-là, vous pouvez faire en sorte que les plus riches, en fait, vous pouvez avoir une majorité de gens qui sont gagnants. C'est-à-dire vous pouvez avoir 55% de la population qui va recevoir de l'argent et donc qui permettra de corriger des inégalités sociales, d'accord, plutôt que de les aggraver. C'est quand même pas rien. Donc voilà typiquement un chantier, le premier chantier majeur, qui est comment faire passer des systèmes fiscaux de la taxation des biens aujourd'hui vers la taxation des maux, c'est-à-dire pollution, usage excessif des ressources naturelles, de manière juste. Voilà typiquement un chantier important. Deuxième chantier, la question des inégalités environnementales. Donc il y a une autre question que je travaille, qui est essayer de définir les inégalités environnementales. Qu'est-ce que c'est qu'une inégalité environnementale? En quoi c'est important, etc. Si vous vous intéressez au sujet, sachez que l'Union européenne vient de faire paraître le premier rapport institutionnel de l'histoire de l'Europe sur ce sujet-là au début de l'année. L'Agence environnementale européenne a fait paraître un sujet sur les inégalités environnementales en Europe. Pour les gens qui travaillent comme moi sur le sujet depuis plusieurs années, ça m'a fait plaisir de voir que, voilà, enfin on s'y intéresse. Donc comment est-ce que la pollution de l'air est distribuée dans une ville comme Paris ou dans une ville comme Bruxelles? Comment l'accès à l'eau, à l'énergie, à l'alimentation, comment c'est distribué? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette distribution? L'exposition au risque, vous savez qu'on a en ce moment en France une grave crise liée à l'explosion d'une usine non loin de la ville de Rouen. Eh bien, cette question de l'exposition au risque industriel est évidemment pas du tout une question qui est neutre du point de vue social. Évidemment que vous avez des zones, par exemple, défavorisées, zones urbaines sensibles, où vous avez massivement des sites industriels. Par exemple, la Seine-Saint-Denis en Ile-de-France. Enfin, c'était un des thèmes que j'abordais en 2011 dans le livre. Il y a un petit tableau, si vous regardez dans Social Écologie en 2011, où je montre que le risque industriel
est parfaitement liée. Voilà. Et de même que la question des déchets aux États-Unis, le mouvement de la justice environnementale aux États-Unis dans les années 80, il est né de ça. Il est né à Warren County en 1987 du fait que les Africains-Américains ont dit on est, nous, à côté de sites toxiques, d'incinérateurs, etc. Nos enfants vont développer le cancer, ils vont développer des maladies respiratoires. Et est-ce qu'on ne pourrait pas regarder s'il n'y a pas un biais systémique ou systématique aux États-Unis entre l'implantation de ces sites dangereux et les communautés de couleur et les plus vulnérables. Et à partir de là, on a fait un rapport pour tous les États-Unis, on a montré qu'il y avait parfaitement un biais et que ce n'était pas du tout... voilà. Et donc il faut travailler pour corriger ces inégalités. Donc moi j'ai tenté de définir ce qu'étaient les inégalités environnementales pour ensuite pouvoir les travailler. Donc je vous laisse, je donnerai le PowerPoint à mes amis tout à l'heure. Donc vous pourrez l'avoir, enfin il sera posté j'imagine. Mais donc sur quoi je travaille en ce moment? Je travaille avec une collègue autrichienne sur ce qu'on a appelé Air Inequality Agenda, avec le INE de Air Quality entre parenthèses, pour montrer que oui, la pollution de l'air en Europe s'améliore, c'est-à-dire que vous voyez des indicateurs qui diminuent en termes de pollution de l'air, notamment PM2,5, PM10, etc. Mais qu'en réalité, vous avez toujours des zones qui sont extrêmement exposées. Et en fait, les inégalités d'exposition, elles, ne diminuent pas, en fait. Donc la qualité de l'air s'améliore, mais les inégalités d'exposition, elles, ne diminuent pas, ce qui veut dire qu'on a des populations qui sont massivement frappées. On parle de populations qui, à 90%, sont exposées à des taux supérieurs au seuil de l'OMS. Avec ce qu'on sait aujourd'hui des particules fines, avec ce qu'on sait aujourd'hui de l'effet des PM2,5, on est déjà sur la pollution de l'air à l'étape d'après qui sont les PM0,1, c'est-à-dire les nanoparticules, qui n'attaquent plus le système respiratoire mais le système neurologique. Maintenant, nous en sommes à la question de savoir si la pollution de l'air ne va pas entraîner des maladies dégénératives du cerveau, compte tenu de la taille des particules. C'est-à-dire les particules sont tellement fines, plus elles sont fines, plus elles vont loin. Et plus elles vont loin, plus elles sont dangereuses. Et donc elles sont tellement fines aujourd'hui qu'elles sont capables, y compris, d'aller jusqu'au cerveau. Et c'est absolument, enfin, la documentation là-dessus, moi qui ai des petits-enfants, même très petits, des jumeaux de 2 ans et demi, j'en parle toujours, je ne peux pas m'en empêcher, ils sont toujours avec moi. Et donc voilà, à Paris, dans une ville comme Paris, si vous voulez, c'est terrifiant, c'est concrètement terrifiant. C'est-à-dire quand on voit le niveau de PM10 et de PM2,5 dans une ville comme Paris, et que vous sortez vos enfants avec l'idée, et que vous lisez les études épidémiologiques sur ce que ça fait à 10, 20, 30 ans, on ne comprend pas que ça ne soit pas un sujet majeur. Et c'est aussi un sujet de justice. Ce n'est pas tout le monde qui est exposé de la même façon, d'accord ? Donc dans une ville comme Paris, vous avez très clairement les seuils de l'OMS qui ne sont pas dépassés, mais explosés littéralement par rapport à... c'est-à-dire on parle du double, et tous les grands espaces urbains français sont soumis à cette pollution urbaine absolument massive, et à l'intérieur... et Bruxelles aussi, mais Bruxelles est un espace urbain français, non, pas encore. C'est une extension, c'est la grande banlieue. Ou c'est l'inverse, c'est Paris qui est la grande banlieue de Bruxelles. Donc voilà, donc par exemple, là vous prenez la mairie de Paris. Donc la mairie de Paris vient de publier une carte. Pour la première fois de son histoire, le maire de Paris, le premier maire de Paris, il s'appelait Jacques Chirac. C'est lui qui a créé la fonction de maire de Paris. Avant Jacques Chirac, il n'y avait pas de maire à Paris, puisque l'État français s'est de tout temps méfié du fait qu'il y ait un maire à Paris. Jacques Chirac a réussi à créer, donc ça fait dire que ça fait 40 ans qu'il y a un maire à Paris. En 40 ans, c'est la première fois où on publie une carte de la pollution à peu près robuste du point de vue des données sur l'exposition donc au PM2,5. Voilà. Et vous voyez que c'est absolument tous les arrondissements où vivent les classes populaires et les classes moyennes inférieures qui est exposée, et que là vous avez à peu près rien en termes, c'est-à-dire là c'est les zones les plus riches à Paris, et vous avez à peu près rien en termes de pollution. Donc ça c'est typiquement une base intéressante pour écrire un papier sur cette question-là. Ok, donc la question de la politique sociale écologique, la question de la fiscalité, repenser les systèmes fiscaux, la question des inégalités environnementales. 4e chantier, la sortie de la croissance. Donc ça, c'est le bouquin que je viens de sortir. Donc c'est le 10e anniversaire non seulement du papier que j'ai fait en 2009, c'est un anniversaire pour moi, je ne veux pas vous m'apporter des bougies, mais pour moi c'est une petite satisfaction, mais je comprends bien que vous en fichiez. C'est aussi le 10e anniversaire du rapport Stiglitz. Le rapport Stiglitz, c'était la commission Stiglitz, c'est-à-dire la commission commandée
commandité par Nicolas Sarkozy à l'époque, à Jean-Paul Fitoussi, qui était, à l'époque, la commande c'était pourquoi est-ce que les gens pensent qu'il y a de l'inflation depuis l'euro alors qu'il n'y en a pas? Et on a transformé ça en repenser les indicateurs de bien-être et de soutenabilité. Donc c'était un superbe détournement de commande. Et donc bref, donc le rapport Stiglitz a complètement relancé l'agenda au-delà du PIB, hein, qui était d'ailleurs plutôt, enfin en Europe en tout cas, déjà reconnu. Hein. En 2007, vous avez une conférence sur Beyond GDP, mais ça fait là aussi 40 ans que ça dure. Donc, mais depuis 10 ans, il y a vraiment énormément de travaux là-dessus. Bon, bah, il faut maintenant faire les choses, c'est-à-dire il faut véritablement sortir de la croissance. L'État social écologique ne peut pas s'appuyer sur la croissance du PIB, le PIB, etc. pour être piloté, ça n'a aucun sens, le PIB ne nous dit rien d'intéressant. Donc concrètement, il faut qu'il s'appuie sur des indicateurs de bien-être, de résilience et de soutenabilité. Et pour ça, il faut qu'on en vienne à ce que j'appelle le troisième âge des indicateurs alternatifs ou des indicateurs de bien-être, c'est-à-dire que la critique philosophique de la croissance est faite par John Stuart Mill au milieu du 19e siècle. Il y avait des passages remarquables dans John Stuart Mill sur la critique de la finalité de l'activité économique réduite grosso modo à la production. La critique empirique de la croissance, c'est-à-dire les premiers indicateurs alternatifs, vous l'avez en 1972 dans le papier de Nordos et Tobin qui s'appelle les Growth Obsolete, donc est-ce que la croissance est obsolète, qui propose un indicateur de bien-être économique, donc qui propose une maquette alternative au PIB qui a été inventée 40 ans plus tôt par Simon Kuznets en 1932. Et là, on est maintenant dans le troisième âge, c'est-à-dire l'âge politique. Et pour moi, il a commencé avec les SDGs, avec les objectifs de développement durable, c'est-à-dire en 2015, quand on dit comment orienter les nations du monde en termes d'objectifs, vous avez 17 objectifs dont la croissance est un demi-objectif, c'est-à-dire la moitié de l'objectif 8, qui est travail décent et croissance du PIB, et donc montrer que le PIB en fait mesure très peu de choses intéressantes. Comment ça fait chaud dans cette salle? C'est le changement climatique. Donc voilà. Donc l'idée c'est de passer à... Ouais, ok, 5 minutes, c'est parfait, j'ai fini. Donc de passer à cet âge où on ne change pas seulement d'indicateurs, mais on change des indicateurs pour changer de politique, d'accord? Et on commence à avoir les indicateurs de bien-être, machin. Donc le débat, là aussi, en apparence, est désespérément lent, en réalité progresse, puisque par exemple, il y a 2 ans, il y a une proposition de loi qui est passée au Sénat, qui était exactement la copie d'un document de travail que j'avais fait sur comment faire en sorte que les indicateurs soient intégrés à la discussion budgétaire dans les assemblées. Et donc ça a été rejeté, mais il n'empêche que ça progresse. Et donc voilà, donc l'idée très simple, c'est qu'en fait le lieu fondamental de la décision démocratique, c'est le vote du budget, au niveau du Parlement européen, des parlements nationaux, des villes, etc., des régions, et que c'est là en fait que le PIB est complètement incrusté, encastré, et c'est là qu'il faut aller le déloger. Et donc il faut absolument informer les débats budgétaires avec, donc c'est ça en fait l'objectif, et c'est précisément ça que je propose dans ce livre-là, donc où il y a 50 pages de propositions sur comment sortir du PIB concrètement, et donc ce livre-là où il y a tout disons le schéma sur la justice comme nouvel horizon de l'économie de l'environnement. Voilà, merci beaucoup.